Avant de commencer cette vidéo, je veux te préciser quelque chose. Aujourd'hui, je vais volontairement m'adresser à toi au masculin, pas pour exclure les femmes. Cette vidéo leur parle tout autant, mais pour garder un discours clair, fluide et éviter que ça devienne brouillon à force de jongler entre il et elle. Et il y a une deuxième raison à ça. Si aujourd'hui je choisis de parler comme si je m'adressais à un homme, c'est parce que je remarque de plus en plus souvent à quel point vous, les hommes, êtes enfermés dans une étiquette injuste. On vous colle facilement l'image du pervers narcissique, du manipulateur, du bourreau, alors que vous êtes, vous aussi, nombreux à subir des relations toxiques et à souffrir de dépendance affective. Et c'est justement pour ça que cette vidéo est importante. Parce que tu sois un homme ou une femme, quand tu as traversé une relation toxique, il y a quelque chose de plus sournois encore que les blessures qu'on t'a laissées. Et c'est là qu'on entre dans le cœur du sujet. Ce qui t'empêche d'avancer aujourd'hui, ce n'est pas ton passé ni même les blessures qu'on t'a faites, mais les mensonges que tu te racontes à toi-même. Chaque jour sans même t'en rendre compte. Ta prison, ce n'est plus ce que tu as vécu qui l'a créé, mais ce que tu te racontes à propos de ce que tu as vécu. Pas par mauvaise foi, par protection. Je sais que c'est difficile à entendre, surtout quand on sort d'une relation toxique, qu'on se reconstruit et qu'on a l'impression que tout est déjà assez lourd à porter. Mais si tu veux vraiment reprendre ton pouvoir, il faut qu'on en parle. Pourquoi on a si peur de changer? Parce que oui, on ne fait pas tout pour changer. On fait même souvent tout pour éviter de changer. On veut que l'amour soit toujours aussi fort, aussi fusionnel. On veut que l'autre soit la même que les premiers jours. On veut rester dans ce rêve éveillé et que surtout, rien ne change. Et c'est pas parce qu'on est faible ou fou, c'est parce que notre cerveau est conçu pour nous protéger. Et ton cerveau, il se sent en sécurité quand les choses sont répétées, connues et cohérentes. Changer, ça veut dire prendre le risque de l'inconnu. Et pour lui, inconnu égale danger. De plus, quand tu as grandi dans un environnement où il fallait marcher sur des œufs, où l'amour était conditionnel, où tu as appris à t'adapter pour être accepté, ton système nerveux a enregistré une chose. Reste dans ce que tu connais, même si ça fait mal, même si ça t'étouffe. Au moins, tu sais comment survivre là-dedans. Alors aujourd'hui, on va passer en revue les 7 mensonges les plus répandus que l'être humain se raconte dans une phase difficile. Et je vais te montrer la peur qui se cache derrière chacun de ces mensonges et comment faire pour qu'ils ne dirigent plus ta vie. Le mensonge numéro 1. Je n'ai pas le temps. C'est probablement le mensonge le plus répandu. Et pourtant, si on regarde bien, il ne parle pas du temps. Tout le monde a 24 heures dans une journée. La différence, c'est ce qu'on choisit de mettre à l'intérieur. Donc pourquoi on s'accroche à cette excuse? Parce qu'en réalité, ce n'est pas le manque de temps qui nous bloque. C'est la peur de ce qui pourrait remonter si on s'arrête. Quand tu poses ton téléphone, quand tu t'assois sans bruit, sans distraction, quand tu ne remplis pas chaque minute, il y a un espace qui se crée. Et dans cet espace, les émotions que tu gardes sous la surface depuis longtemps, elles en profitent pour refaire surface. La tristesse, la colère, la honte, le sentiment d'abandon. Ton cerveau, lui, a associé ce face-à-face avec toi-même à quelque chose de dangereux ou de douloureux. Alors, il va inventer 1000 raisons logiques pour t'en protéger. Le travail, les enfants, les obligations. Mais en vérité, ce n'est pas l'emploi du temps le problème, c'est l'évitement. Le vrai coup de ce mensonge, c'est que chaque jour où tu le crois, tu t'entraînes à te fuir. Tu deviens un expert pour remplir tes journées, mais tu restes novice pour te remplir toi-même. La vérité, ce n'est pas le temps qu'il te faut, c'est le courage de t'arrêter. Tu n'as pas le temps. Tu as un agenda rempli par l'ancienne version de toi.
Et un agenda, ça se reprogramme. La preuve, quand une urgence réelle tombe, tu trouves du temps. Donc le temps existe. Il n'est juste pas encore dédié à ta reconstruction. Si tu veux changer ça, voici un mini pas concret que tu peux faire pendant 7 jours. Bloque 10 minutes dédiées à toi, à heure fixe. Téléphone en mode avion. Un minuteur pendant 10 minutes. Tu écris une seule phrase. Aujourd'hui, j'ai pris 10 minutes pour moi, même si c'était inconfortable. Tu le fais 7 jours. Tu constateras que le temps ne manque pas. C'est l'autorisation que tu ne te donnes pas. Mensonge numéro 2, je suis pas fait pour ça. Cette phrase, c'est un poison doux. Elle sonne comme un constat, mais en réalité, c'est une condamnation que tu t'infliges à toi-même. Quand tu dis je ne suis pas fait pour ça, que ce soit aimer sainement, poser tes limites ou t'aimer toi-même, ce que tu es en train de faire, c'est graver dans la pierre une identité qui n'est même pas la tienne. D'où elle vient cette phrase? Elle vient souvent de l'enfance. Peut-être que tu as grandi dans un environnement où on ne t'a pas montré comment recevoir de l'amour sans condition. Peut-être que chaque fois que tu as essayé de t'affirmer ou de faire quelque chose de nouveau, on t'a fait sentir que tu étais trop ou pas assez. Alors, à force d'échouer ou de souffrir, ton cerveau a fini par conclure: ce n'est pas pour moi. Ce n'est pas dans ma nature. Et le pire, c'est que si tu crois que tu n'es pas fait pour ça, tu t'engages à moitié et t'obtiens un demi-résultat qui confirme ta croyance. Sauf que c'est faux. Ce n'est pas dans ton ADN. Ce n'est pas une fatalité. C'est juste le résultat d'années d'expériences répétées qui ont façonné des connexions neuronales. Et la bonne nouvelle, c'est qu'en neurosciences, on sait que le cerveau reste malléable toute la vie. Ça veut dire quoi? Que tu peux créer d'autres circuits, d'autres façons de penser, d'autres réflexes émotionnels. Le danger de ce mensonge, c'est qu'il te fige. Il te donne l'impression que ton rôle, c'est de rester spectateur de ta propre vie. Mais tu n'es pas un personnage secondaire dans ton histoire. Ce n'est pas parce que tu n'as pas appris quelque chose enfant que tu ne peux pas l'apprendre adulte. Ce n'est pas parce que tu as vécu des échecs que tu n'es pas fait pour réussir. C'est juste que jusqu'ici, tu as joué avec les mauvaises règles. Et la vérité, c'est que si tu respires, si tu es là, c'est que tu es fait pour évoluer. Tu es fait pour aimer et être aimé sainement. Mais ça ne commence pas par une évidence. Ça commence par une décision. Ne plus répéter la phrase je suis pas fait pour ça et la remplacer par je suis en train d'apprendre à le devenir. Le mini pas concret que je te propose ici, c'est de prendre une feuille, trace 2 colonnes. Dans une, tu mets ce que je croyais être moi. Dans l'autre, tu mets ce qui, après réglage, était vraiment moi. Et repense à 2 ou 3 situations dans ton passé où tu étais persuadé d'une chose sur toi et qui finalement s'est avérée fausse. Le mensonge numéro 3. J'ai besoin d'être sûr que ça marche avant d'essayer. Alors, celui-là, c'est un grand classique. En surface, ce mensonge que tu te racontes semble rationnel, prudent, responsable. On se dit, je veux juste éviter de perdre mon temps, mon argent, mon énergie. Mais derrière, il y a une peur bien plus viscérale. La peur de revivre l'échec. Si tu viens de sortir d'une relation toxique ou que tu enchaînes les schémas relationnels destructeurs, tu as probablement déjà essayé plein de choses. Lire des livres, regarder des vidéos, faire un bout de thérapie, discuter avec des amis, tenter de tout gérer seul. Et parfois ça a marché, un peu, mais pas complètement. Alors ton cerveau a enregistré: essayer ça fait mal, essayer ça mène nulle part, ça me déçoit. Et là ton inconscient met en place un système de protection.
l'attente de la certitude. Tu crois que tu veux être sûr, mais en réalité, tu cherches à te protéger d'une éventuelle rechute émotionnelle. C'est le réflexe du cerveau qui déteste l'incertitude. Il préfère même une douleur connue à un espoir risqué. Le problème, c'est que la certitude, elle n'existe pas. Attendre d'être sûr avant d'agir, c'est un peu comme attendre que la mer soit parfaitement calme avant d'apprendre à nager. Tu peux attendre longtemps. Et plus tu attends, plus la peur se renforce. Parce que chaque jour passé sans agir confirme à ton cerveau que ce n'est pas le bon moment et que tu n'es pas prêt. En réalité, comprendre n'enlève pas la douleur. Et souvent, on cherche à comprendre et non pas pour aller mieux, mais pour retarder le moment d'agir. D'un point de vue neuroscientifique, ton cerveau adore la compréhension parce que ça te donne l'illusion de contrôle. Sauf que pendant que tu cherches à comprendre chaque détail, ta vie, elle ne change pas. Le vrai tournant, c'est quand tu acceptes de bouger, même si tout n'est pas clair. Parce que l'action, elle, apporte des réponses que la réflexion seule ne donnera jamais. Le vrai développement personnel, ce n'est pas ce que tu sais, c'est ce que tu fais. Donc ici, fais la liste de 3 moments dans ta vie où tu as eu un résultat positif sans être sûr à 100% que ça marcherait. Cherche le dénominateur commun entre ces moments. La PNL montre que ton cerveau possède déjà des stratégies internes qui fonctionnent même si elles ne sont pas conscientes. Donc demande-toi, qu'est-ce qui t'a motivé plus que ta peur dans ces moments-là? Maintenant que tu sais que tu as déjà agi sans certitude par le passé, demande-toi, qu'est-ce qui aujourd'hui pourrait me donner juste assez d'élan pour commencer, même si je n'ai pas toutes les garanties? Le mensonge numéro 4. Je ne peux pas me le permettre. Cette phrase, elle a l'air rationnelle aussi. Elle parle souvent d'argent. Et sur le papier, elle semble logique. Mais dans 80% des cas, ce n'est pas une question de moyens. C'est une question de priorité et de peur. Quand tu dis je ne peux pas me le permettre pour travailler sur toi, investir dans ta reconstruction ou prendre un engagement qui pourrait changer ta vie, ce que tu dis en réalité, c'est je ne me considère pas assez important pour en faire une priorité. Et ça, c'est dur à entendre. Pourquoi on se raconte ça? Souvent, c'est parce qu'on a été conditionné à mettre les besoins des autres avant les nôtres. Parce qu'on nous a appris qu'il fallait mériter le droit de prendre soin de soi. Et donc, quand il faut investir dans quelque chose qui n'est pas immédiatement urgent pour les autres, on culpabilise. La peur derrière ce mensonge, il est double. La peur de gâcher des ressources sur soi et de se rendre compte que ça ne marche pas. Et la peur de devoir affronter ce qui va changer si ça marche. Parce que oui, évoluer veut dire perdre certains repères, certaines excuses, certains conforts. Mais laisse-moi te poser une question. Combien tu dépenses en compensation de survie? Achat impulsif, sortie pour oublier, pseudo-solution qui te permet d'aller mieux ponctuellement, médecins et médicaments à cause de ton état de santé qui se détériore, en nourriture compulsive. Combien d'argent as-tu déjà dépensé à réparer les dégâts d'une relation toxique liée à la dépendance affective? Combien coûte une vie à moitié vécue où tu survis plus que tu ne vis? La vérité, c'est que tu peux te le permettre. Peut-être pas sans réorganiser certaines choses. Peut-être pas sans prendre quelques risques. Mais tu peux. Et le jour où tu arrêtes de te cacher derrière ce je ne peux pas me le permettre, tu réalises que le vrai coup, c'était de rester là où tu es. Ce n'est pas une question de moyens, c'est une question de valeur. Et si tu ne mets pas ta propre liberté émotionnelle en haut de la liste, personne ne le fera à ta place. Donc ici, fais cet exercice, ce mini pas.
Mets les chiffres sur table, noir sur blanc. Liste le coût réel de ton immobilisme sur les 6 derniers mois. Additionne ce que tu as dépensé pour tenir le coup. Achats impulsifs, sorties pour oublier, pseudo-solutions temporaires, nourriture compulsive, alcool, cigarettes, médicaments, consultations médicales. Et évalue aussi les impacts immatériels. La santé qui décline, la perte d'énergie, le manque de concentration au travail, les tensions dans tes relations, le sommeil perturbé. Et si tu as des enfants comme moi, l'image que tu leur renvoies sur comment on gère ces blessures. Une fois que tu as fait ça, définis ton budget reconstruction réaliste. Pose un chiffre clair. Combien serais-tu prêt à investir pour reprendre ton pouvoir émotionnel, retrouver ta paix et construire une vie où tu ne te perds plus dans les autres? Regarde où tu peux faire des économies ponctuelles. Abonnement Netflix, salle de sport que tu n'utilises pas, repas à l'extérieur trop fréquents. Et il y a plein d'autres exemples. Si c'est pas suffisant, cherche comment générer un peu de cash rapidement. Babysitting, mission ponctuelle, vendre des objets, des vêtements. Personnellement, ma solution à moi à l'époque, ça a été de louer ma propre chambre. Et croyez-moi, ce n'était pas une décision facile. J'avais mon petit garçon en bas âge, en garde alternée, donc je devais constamment jongler, en plus de gérer tout ce que j'avais à gérer émotionnellement, au travail, avec mon enfant. J'étais au bout du bout énergétiquement, mais c'était devenu vital. Il n'était plus question pour moi de rester dans ce schéma relationnel toxique. Il n'était plus question pour moi d'être dépendante affective. C'était devenu ma priorité numéro un parce que ça avait beaucoup trop d'impact dans tous les domaines de ma vie. Donc oui, ça n'a pas été facile. Oui, ça m'a demandé de faire des concessions, mais je ne le regrette pas une seule seconde. Tu peux aussi demander de l'aide à ta famille, tes amis. Parfois, on sous-estime combien nos proches sont prêts à nous soutenir quand ils voient qu'on veut vraiment avancer. Tu peux aussi regarder si tu as des économies. Peut-être qu'une partie peut être réallouée à ta reconstruction personnelle. Et pour finir, pense au crédit. Oui, un crédit. Tu le ferais, non? Pour offrir un beau cadeau à quelqu'un que tu aimes, pour rénover un appartement défraîchi ou pour acheter un objet qui te fait très envie. Alors pourquoi ne pas t'accorder le droit d'en faire un pour toi? Pour ton bien-être, pour ta vie, pour ta paix intérieure, pour ta santé mentale et physique. Parce que ce n'est pas juste une dépense perso, c'est un investissement pour te libérer d'années de souffrance et vivre enfin pleinement ta vie. Alors dis-moi, combien vaut ta vie, ta santé mentale et physique? Mensonge numéro 5, ma famille ne comprendrait pas. C'est une phrase qui a un poids énorme parce qu'elle ne parle pas juste de famille. Elle parle de loyauté invisible, de ce lien profond qu'on a tous avec nos proches, même quand ces liens ne nous servent pas. Souvent, derrière cette phrase, il y a la peur ancienne. Si je fais différemment, je vais être rejeté. Et cette peur ne naît pas par hasard. Elle se forme dans l'enfance, dans ces moments où, pour être accepté, tu as dû faire comme les autres, penser comme les autres, taire ce que tu ressentais. Ton système nerveux a appris que la survie passait par la conformité. Alors aujourd'hui, quand il s'agit de changer, de poser des limites, de dire non, de sortir d'un schéma, ton cerveau ne voit pas juste une décision personnelle. Il voit une menace. Si je bouge, je perds mon clan. Et perdre le clan, pour ton cerveau primitif, c'est dangereux, c'est mortel. La peur derrière ce mensonge, c'est celle d'être jugé. Tu exagères, tu te fais des idées, non mais tu te rends compte? La peur d'être exclu, on ne se reconnaît plus en toi. La peur de décevoir, tu n'es plus la même personne, tu deviens fou. Et surtout, la peur d'être seul. Une peur qui, pour une personne ayant vécu la dépendance affective, est souvent insupportable. Mais pourquoi cette peur ne devrait pas décider pour toi? Parce que ce que ta famille comprend ou non,
ne définit pas ta valeur, ni la légitimité de ton choix. Et souvent, la vérité, c'est que ce n'est pas tant la famille qui ne pourrait pas comprendre, c'est qu'ils ne pourront pas comprendre tant que toi-même, tu n'es pas clair sur ton pourquoi. Et puis soyons honnêtes, certaines familles n'ont pas les outils émotionnels pour comprendre, mais ça ne les rend pas mauvais ou toxiques automatiquement. Ça veut juste dire que tu dois apprendre à t'autoriser à vivre une vie qui ne correspond pas au manuel familial. Changer, ce n'est pas trahir, c'est juste écrire ton chapitre à toi. Ici, comme mini pas concret, je te propose la conversation miroir. Écris noir sur blanc ce que tu penses que ta famille pourrait te dire si tu décidais de changer ou d'avancer dans ta reconstruction. À côté de chaque phrase, écris la réponse que toi, adulte et aligné, aimerais donner. Par exemple, je sais que ça peut surprendre, mais j'ai décidé de me faire accompagner. C'est important pour moi. Et tu ne débats pas, tu ne justifies pas, tu t'ancres. Ensuite, lis ces phrases que tu auras choisies à voix haute, devant un miroir, comme si tu leur parlais. Tu t'entraînes à te positionner émotionnellement sans attendre d'être face à eux pour le faire. Mensonge numéro 6. De toute façon, je vais échouer. C'est probablement l'un des mensonges les plus puissants et les plus crédibles. Parce que soyons honnêtes, qui ne s'est jamais planté? La différence, c'est que chez les personnes marquées par la dépendance affective ou les relations toxiques, cette peur n'est pas juste inconfortable, elle est paralysante. Pourquoi? Parce que dans ton histoire, l'échec n'était pas une simple expérience. C'était souvent suivi de jugement, de rejet, de retrait d'amour ou de reconnaissance. Tu n'as pas seulement appris que échouer, c'est dur. Tu as appris que échouer, c'est dangereux. Et la peur derrière ce mensonge, c'est la peur de revivre l'humiliation ou la honte. Peur de décevoir et donc de perdre le lien. Peur de confirmer cette petite voix interne qui te répète tu n'es pas assez. Peur que cet échec prouve une bonne fois pour toutes que tu es le problème. Ce qu'il faut comprendre, c'est que ton cerveau a été conditionné pour associer l'échec à un danger émotionnel vital. Du coup, il préfère te garder dans l'inaction, même si c'est inconfortable, plutôt que de risquer une nouvelle blessure. Et ça, c'est un piège monumental, parce que tu crois que tu évites la douleur, mais tu évites aussi la possibilité de te libérer. L'échec n'est pas un verdict, c'est un processus de calibration. Les neurosciences le prouvent. Chaque échec envoie à ton cerveau des données précieuses qui permettent d'ajuster la stratégie, comme un GPS qui recalcule l'itinéraire. Et le plus ironique, c'est que ne rien faire par peur d'échouer, c'est déjà échouer, mais en version plus lente et silencieuse. Je vais te dire quelque chose que personne ne m'avait dit à l'époque. La seule façon de savoir si tu peux réussir, c'est d'avancer assez loin pour éventuellement échouer. Et même si ça arrive, tu ne reviens pas au point de départ. Tu ne reviens jamais à zéro parce que tu as grandi en chemin. Ici, ce qui peut t'aider, c'est de définir le seul critère d'échec acceptable. Par exemple, abandonner complètement pendant 30 jours. Ça sera acceptable. Tout le reste, ce sera du progrès. Tiens un journal de tentative, date ce que tu as testé, ce que tu as appris, parce que la peur meurt dans la lumière des faits. Mensonge numéro 7. Je dois régler tout mon passé avant de pouvoir avancer. Celui-ci est insidieux parce qu'il a l'air sage. Il donne même l'impression que tu es dans une démarche responsable. Je ne veux pas me précipiter, je veux d'abord tout comprendre, tout guérir, tout analyser. Mais en réalité, c'est souvent une excuse bien déguisée pour ne pas bouger du tout. Chez la personne en dépendance affective, vouloir régler tout son passé avant d'avancer est souvent une façon d'essayer de tout contrôler. Pourquoi? Parce qu'après avoir vécu l'imprévisible, l'instabilité,
les humiliations ou les abandons, elle développe un rapport anxieux à l'inconnu. Elle veut maîtriser à 100% l'environnement émotionnel avant de se lancer dans quoi que ce soit. On se dit que si tout est réglé, plus rien ne pourra nous blesser. On croit qu'on pourra anticiper toutes les situations et toutes les réactions. On espère se reconstruire une version de soi parfaite qui ne sera plus jamais vulnérable. Mais la vérité, c'est que la vie est par définition imprévisible. Le travail le plus puissant ici n'est pas de tout régler, mais d'apprendre à tolérer l'imprévisible, à se sentir capable de se protéger et de se relever même si quelque chose d'inattendu arrive. C'est ça la vraie sécurité intérieure et non une illusion de maîtrise totale. Les peurs derrière ce mensonge sont la peur de revivre les mêmes schémas, la peur d'être vulnérable alors que tu ne te sens pas encore blindé, et la peur que des blessures non résolues refassent surface et te submergent. Mais ce que ce mensonge ne te dit pas, c'est qu'en réalité, ton passé ne sera jamais complètement réglé. Ce n'est pas un dossier qu'on ferme définitivement comme un vieux classeur. C'est une matière vivante. Tu peux l'apaiser, le comprendre, l'intégrer, mais il y aura toujours des traces, des nuances, parfois même des échos dans certaines situations. Et c'est OK. Avancer, ce n'est pas attendre que tout soit réparé. C'est apprendre à marcher avec ce que tu portes sans que ça te définisse ni te freine. Et attendre de tout régler avant d'agir, c'est comme attendre qu'il fasse beau tous les jours pour être heureux. Ça n'arrivera jamais. Et les neurosciences le confirment. C'est l'action elle-même qui reprogramme le cerveau. Chaque pas que tu fais, même avec des blessures encore sensibles, envoie un message à ton système nerveux. On peut avancer même avec ça. C'est ce qui crée de nouvelles connexions, de nouvelles preuves internes que tu n'es pas ton passé. Donc ici, tu vas faire une action imparfaite. Identifie un domaine de ta vie où tu repousses toujours l'action en attendant d'être prêt. Demande-toi, si je n'avais pas besoin d'être guéri à 100%, qu'est-ce que je pourrais faire là, cette semaine, qui me rapprocherait de ce que je veux? Ok, on arrive à la fin de cette vidéo. Et je pense que tu comprends maintenant pourquoi je suis coach et pas psy. Oui, parler, mettre des mots sur ce que tu as vécu, comprendre tes schémas relationnels toxiques, c'est essentiel. Mais ce n'est pas suffisant. Si tu veux transformer ta vie, tes émotions, tes sensations, tes résultats, il faut passer de la compréhension à l'action. Le passé, on peut en parler un temps, mais la vraie reconstruction, elle se joue ici, maintenant, dans l'instant présent. C'est là que tu bâtis quelque chose de concret et de solide. Quand j'ai décidé d'investir dans mon premier accompagnement sérieux, j'avais toutes ces phrases en boucle. Pas le temps, pas l'argent, ma famille va trouver ça excessif. En vérité, j'avais peur. Peur de ne plus avoir d'excuses si j'allais mieux. Peur de me confronter à moi-même. Peur d'échouer. Et le jour où j'ai fait ce premier virement, j'ai tremblé. Mais le soir même, j'ai ressenti un soulagement profond. Pour la première fois, je ne restais pas à attendre que quelqu'un me choisisse. Je m'étais choisie. Et tout a commencé là. Chaque fois que tu t'approches d'un vrai changement, ton système nerveux envoie un message. Danger potentiel, ton cœur s'emballe, ton ventre se noue, tes pensées partent en scénario catastrophe. Et si tu interprètes cette alarme comme preuve qu'il ne faut pas y aller, tu n'avanceras jamais. Mais si tu la lis et l'interprètes comme un simple signal d'adaptation, ton corps qui se prépare à du neuf, alors tu peux rester et traverser. Les personnes que j'accompagne l'ont compris. Et si tu vas voir sur mon compte Instagram, tu trouveras leurs témoignages. Des histoires vraies de gens qui, comme toi, comme moi, pensaient que c'était impossible jusqu'à que ça devienne leur réalité. Tu n'es pas cassé. Tu as juste appris des stratégies de survie brillantes, mais qui ne te servent plus aujourd'hui. Ce que tu veux, ce n'est pas devenir une version parfaite de toi.
c'est retrouver la version vraie, celle qui peut se regarder dans le miroir et se dire: «OK, j'avance, un pas aujourd'hui». Alors dis-moi en commentaire, quel mensonge tu décides d'arrêter de te raconter? Et si tu veux être guidé pour faire ce chemin sans t'épuiser, sans que ça prenne des années, tu sais où me trouver. On peut en parler lors d'un appel découverte, offert, simple, humain, sans pression. Respire. Tu n'as pas besoin d'un grand jour. Tu as besoin d'un jour 1.